donc bonsoir pour la section case rétro, sélection du mois du Marathon Case 2019 en direct sur Twitch. On peut applaudir tout le monde là sur Twitch, on applaudit les coups de chat. Merci à vous. Pépé à la régie, Pépé on ne t'a pas dit assez mais bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour tout ce que tu fais. On t'adore. Voilà. Vous avez vu, il y a encore beaucoup de monde autour de la table pour notre section après la grande guerre qu'il y a eu entre VHS et Level Max sur le grand quiz. Là, on va calmer un peu les choses. On va parler cœur, on va parler jeu du cœur avec tous ces invités. Je commençais à ma droite avec mes deux comparses, Tosmo de la case rétro. Est-ce que tu tiens le coup là? Ça fait longtemps. Hein. Oui, on est à 13 heures de live. Oui, bon, c'est juste les genoux, un peu d'arthrose, mais ça va. La vieillance. Voilà, c'est la vieillance. Déjà couché d'habitude, non? Ouais, avec un exomil. Dun, comment tu vas? Comment tu te sens? Ça va bien, ça va bien. J'enchaîne avec Shin. Shin, comment ça va? Apparemment, tu dormais. Oui, bonsoir à tous. Oui, je dormais parce qu'il faut bien tenir. Donc j'avais un petit trou de 3 heures, je me suis... Voilà. C'est bien qu'on a réussi à te réveiller pour parler de tes jeux du cœur. On a également l'habitué du canapé rouge, Yetcha, comment ça va? Ça va, toujours en forme. Je suis à côté de Chin, je vois qu'il boit du café. S'il a écouté le Rumble sur l'autisme tout à l'heure, j'ai pas bien choisi ma place. Ça me fait vomir en fait, l'odeur du café. C'est vrai? Bois-le vite. Ah, pardon. Merci Chine. C'est bon à savoir ça. Bois-le vite. Bien, je vais boire de ce côté-là, regarde. Ah super, merci beaucoup. À tout le moment, il peut se passer quelque chose dans ce live. Bah non. On a du level max, Clad, comment ça va? Bah ça va, je suis pas encore tombé, ça va, je tiens bon. Voilà. On a le grand gagnant de tout à l'heure, Ouais. Chi, comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. Bah, Clad il tient parce que je le porte. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Ouais, je suis sur lui, notamment à Tetris, Puyo Puyo et Worms. Ah, et ça Je m'assois un peu sur, littéralement voilà. sur ma figure, Ouais, c'est ça. effectivement. Tu es fier de ta victoire, là tu as défoncé VHS à toi tout seul presque. Ou presque. Pas du tout aidé. Non, très peu. Très Ah, peu. pas par moi en tout cas. Un habitué aussi des podcasts de la case rétro puisque Bruno est avec nous. Oui, bonsoir. Comment ça va? Très bien. Tu es fier, tu es content de cet événement, ce marathon cast? Oui, c'est formidable. Et j'en profite pour remercier encore tous ceux qui sont derrière. Je vais pas citer de nom parce que je suis éclaté. J'ai peur d'oublier un nom. Donc vraiment, merci à tous. C'est formidable. Ouais, merci à tous, bravo. tous ceux qui font des dons, même les plus petits dons comptent là pour Espoir Autisme 94. C'est la première édition. Il y a des quoi, c'est la première, tu vois. Il y a la fraîcheur de la première et donc merci à tous de nous suivre et de nous soutenir pour cette toute première. On termine cette longue rangée avec Shenron. Comment ça va? Je ne t'entends pas. Ah, on n'entend pas. Shannon qui règle le micro. 1, 2, ah, Ah, il faut l'allumer. voilà. Ça, c'est encore un truc pour pas que je gagne des concours. Ça va très très bien, j'ai un petit peu dormi. Donc je L'ombre fonctionne. de Yoshi tout à l'heure. Tout à fait. Oh, Je oui. suis, Parce que pendant le quiz, ça. ça balançait. Elle t'a filé du point. Effectivement, grâce à elle. c'est un travail d'équipe avant tout. On appelle ça de la triche. C'est beau. Bon après. Il y a des Non, rancœurs, c'était hein. le Joker Sega. Il y a des rancœurs. Hein. Ah, moi j'ai découvert Shannon. Appelle un Incroyable. ami. Incroyable, Shannon. Quel Ouais. niveau Tu as impressionné tout le monde. culture Ah sur bah, Sega, je lis beaucoup. Tu aimes Sega peut-être? On ne sait pas. Un petit peu. Alors, pour cette... Oui, qu'il y a-t-il? Il y a eu un don. Il y a un don. Banjo Un don Kazooie a fait un don. voilà. Ah super, merci beaucoup. Bravo. Merci. Et surtout, partagez un maximum. Continuez à partager Ouais, sur voilà. Twitter, Partagez. partout. Dites-le à vos amis qui dorment pas. Il y Voilà, a des c'est choses ça. à gagner, on va mettre des lots. Il y a plein de lots, il y a plein de lots super à gagner. Ouais. On va Vous n'êtes offrir pas les des seuls trucs. insomniaques. Il y a à faire. Nous, on a un cadeau sur la case, là, comme on est sur notre dernier créneau. On a vu avec Nostal, un peu l'instigateur de ce grand événement. La personne qui va faire le plus grand don pendant notre créneau gagnera un magnifique t-shirt Assassin's Creed 2 que nous a concocté Pémi, mais pas juste un t-shirt puisqu'il est dédicacé par Patrice Desilets lui-même. Oh là là. Voilà. Ah, C'est la classe, classe quoi. de Montréal, Quelle voilà, il classe, sortira le caribou et le sirop d'érable, ce sera formidable. Pas du tout Céline Dion. raciste. Non, du tout. Effectivement. Donc pour cette sélection du mois spécial Marathon Cast 2019, j'avais envie de vous réunir autour d'un sujet assez simple, c'est les jeux du cœur, que ça soit des jeux qui ont vraiment matché pour vous, vraiment des jeux que vous faites régulièrement parce que il y a une saveur particulière, ou alors c'est des jeux qui ont compté pour vous à un moment, que ça soit parce que vous étiez pas bien et que ce jeu vous a aidé à passer une mauvaise passe. Donc vraiment nous expliquer pourquoi il compte pour vous ce jeu. Ça va être extrêmement varié. Je vais commencer par la patronne qui a tout défoncé pendant The le boss. quiz. Shenron, qu'as-tu trouvé comme jeu à nous partager à nos auditeurs et aux spectateurs Twitch? Alors, on avait dit qu'il fallait des jeux qui aient plus de 10 ans.
Oui, c'est la petite règle à case rétro qui est juste un petit terme technique. Voilà, alors moi j'ai un jeu qui a 10 ans et 2 semaines. Est-ce que j'ai le droit? Donc c'est valable. Ça va. Ça va, c'est valable. Nouvelle génération, ça, 10 ans et C'est de la Wii, donc c'est rétro la Wii. Oui, si tu Ouais. veux. Voilà. On ne juge personne ici, t'inquiète pas. Nous t'acceptons avec ta différence. Ce jeu, c'est un jeu Wii et c'est Silent Hill Shattered Memories. Oui. Voilà. Alors pourquoi ce jeu? Moi, c'est une série que je connais pas du tout, Silent Hill. J'ai jamais joué à aucun épisode. J'ai commencé avec celui-là, un petit peu. On est d'accord que c'est le pseudo remake du 1, celui-là? C'est un pseudo remake Dans du le 1. froid, là. C'est ça, dans le froid en fait. Ok. C'était mon premier épisode de la série et c'est vrai que c'est un pseudo remake du 1 puisque ça reprend le début du scénario avec l'accident de voiture et le père qui cherche sa fille. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a un twist, c'est qu'on alterne entre les phases d'exploration classiques, où on va chercher des indices, parler à des gens, etc., et des phases à la première personne, où on est chez le psy, et on répond à des questions assez précises, on fait des petits jeux pour déterminer notre personnalité. Ouais. Et du coup, le jeu fait notre profil psychologique durant la partie, à partir de nos réponses, et notre comportement également durant le jeu. Est-ce qu'on répond ou pas au téléphone quand on nous appelle? Est-ce qu'on va un petit peu regarder les bouteilles d'alcool ou les affiches de cul sur les murs? Et du coup, selon notre comportement, les décors, enfin le setup du jeu dans les parties classiques est modifié. D'accord. Voilà. En fait, il n'y a pas de choix scénaristique, mais il y a tout un tas de curseurs invisibles qui modifient l'expérience de jeu. Ça reste invisible, on te précise pas que telle Jamais. chose va changer. Jamais. Ok. En fait, c'était à l'époque où Heavy Rain était en train de sortir. Ouais. Et David Cage disait oui, mais mon jeu, il y a plein de ramifications, c'est la narration élastique, gna 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 gna. Alors que non, c'était que des choix avec des embranchements qui étaient à chaque fois hyper clairs. Là, tu avais vraiment une narration qui changeait, mais sans que tu te rendes compte, par des choix tout à fait anodins, et dont on ne se rendait même pas compte. Et pourquoi c'est un jeu qui était important pour moi? Parce que, bon, déjà, Arrête, Michael Twix. c'est un jeu qui est extrêmement. Enfin, c'est un jeu purement narratif, il n'y a pas de combat. Ouais. On fait que fuir les ennemis quand on les rencontre. Un jeu qui est très très court également, il dure 6-7 heures. À tout péter, franchement, c'est super court, même si c'est plusieurs fins, mais c'est pas super intéressant de toutes les faire. Oui, bien sûr. Parce que ce qu'il faut faire en fait, c'est. Faut faire le jeu de façon honnête, Ouais, c'est ça. en répondant honnêtement aux questions qu'on te pose, pour qu'à la fin, ton profil psychologique soit vraiment le tien et qu'il t'appartienne à toi. Et pourquoi c'est un jeu important pour moi? C'est parce que, bon, à la fin, il y a un twist que je ne vais pas raconter. Et c'est le jeu, enfin, à la fin du jeu, j'ai chialé comme une madeleine. Durant tout le générique de fin, j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré devant une œuvre de fiction. C'est un jeu qui a une narration qui est vraiment, vraiment puissante, qui arrive vraiment à cerner son joueur. Et pour rappel, donc, c'est un jeu de Sam Barlow, qui plus tard fera Her Story et Telling Lies, qui est sorti récemment. Oui. Donc c'est un vrai auteur, c'est un vrai jeu d'auteur. Et c'est un jeu qui fait jamais peur, mais qui vraiment arrive à toucher le joueur au fond de lui. Et franchement, je le recommande à tout le monde parce que c'est pas un vrai jeu rétro, d'accord. Même si c'est de la Wii, donc c'est moche. Il C'est va moche. continuer à vieillir et il faudra le ressortir du placard pour Oui, en voilà, parler. ça tout à fait. Ouais. Mais bon, il exploite bien la Wiimote. Et c'est vraiment un jeu qui, au niveau émotionnel, est vraiment, vraiment super fort. Et je pense que c'est un des jeux peut-être les plus importants de cette génération-là, qui est passé un peu sous le radar de tout le monde. Mais c'est un jeu qui est vraiment très, très, très moderne dans son approche et sa partie narrative. Ouais, il gagne un peu avec le temps, c'est qu'on en a parlé quand il est sorti parce que justement c'était une grosse série qui sort sur Wii, mais avec le temps en fait c'est vraiment un des jeux qu'on peut conseiller si on a envie de surfaire la ludothèque Wii parce qu'il a quelque chose qui le rend de plus en plus moderne avec le temps. Tout à fait, tout à fait. À une époque où on parle beaucoup d'expérience narrative dans le jeu vidéo, c'est vraiment une expérience intéressante et une façon vraiment extrêmement intéressante d'allier, de vraiment lier la narration et le gameplay ensemble sans que ce soit disjoint. C'est vraiment un super jeu et voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui est important pour moi pour ça. Qui l'a fait autour du canapé? Moi, je fais pas les jeux qui font peur, moi. Moi, je suis une quiche sur les Silent Hill, j'en ai fait aucun. Ah mais donc, moi non plus, c'était mon premier. Ah, Donc ça n'empêche pas du tout. bah moi, vraiment un c'est jeu original. mon zéro, j'en ai fait un. J'ai même pas fait, donc j'en ai Faut fait faire aucun. le 2 aussi. J'ai commencé le 2 que je n'ai jamais fini. Ouais. Mais, Il paraît bah que voilà. le jeu est vraiment génial. Et bah vous avez une bonne reco de la part de Shenron. Voilà. C'est Merci. pas très rétro, mais. C'est vrai que ça fait envie, effectivement. Si, mais pour la case rétro ça fait rétro, Bon. t'inquiète pas. Il est à la limite. Bruno, toi, Oui. quel est ton jeu de Je vais être cœur? original. Ça a été compliqué quand tu m'as posé la question que des jeux du cœur, j'en ai pas mal.
J'ai choisi Final Fantasy VI. Alors c'est classique, hein. Beaucoup de gens le ressortent. Parce que c'est tout simplement la première fois que 3-4 pixels assemblés m'ont ému aux larmes aussi. M'ont raconté une histoire très forte. Et c'est un jeu que je refais minimum une fois tous les 2 ans, que j'aime d'amour. J'ai une question par rapport à ça justement. Comment tu l'as connu à l'époque? Parce que beaucoup en France ont connu la série avec le 7. Comment toi tu l'as découvert celui-là? Moi c'est grâce à un copain, Mickaël, que je salue, je ne sais pas s'il nous écoutera, qui à l'époque lui était très import. Et j'ai découvert d'ailleurs les jeux import console grâce à lui à l'époque. On était lycéens. Et un jour je vois Final Fantasy VI chez lui. Puisque la presse de l'époque en parlait quand même un petit peu. Joypad, console plus, c'est surtout Joypad. Le fameux test de Grégoire Hello à l'époque dans le Joypad. Et il l'avait acheté par rapport à ça. Et j'ai vu ça chez lui, j'ai entendu la musique. Parce que c'est une bande son de Nobuo Uematsu qui est vraiment qui est beaucoup plus belle que celle du 7 pour moi. Un truc de fou. J'ai vu ça chez lui et j'ai dit il faut que tu me le prêtes. Il était super sympa, les vacances d'été approchaient, il me l'avait prêté pour l'été. Il m'avait même fait des petits tips, parce que c'était la version japonaise sur une feuille de papier et tout, pour m'en sortir sur certains trucs. Et ça a été le coup de foudre absolu. Je m'inventais un peu l'histoire, parce que c'était en japonais. Et quand la sortie US est arrivée, en plus c'est tombé un moment où ma mère venait de décéder. La sortie US sort et je l'attendais vraiment. Et je me rappelle, je vais à Voltaire avec mon frère, mon jeune frère, et je prends tous les jeux que j'avais, Super Nintendo, machin, dans un sac, et j'y vais, parce que j'avais pas trop d'argent. Et j'arrive dans un magasin, je fais jeu FF6, il me le sort, je fais voilà, rachetez-moi ça, est-ce que vous pouvez me racheter ça et tout. Je sors une pile de jeux Super Nintendo, plein de trucs. Et il me manquait, c'était en francs à l'époque, mais on est vieux. Il manquait, je sais pas, peut-être 50 balles, machin. Et le mec super sympa, il a vu que ça comptait pour moi, je voulais le jeu. Il m'a dit bon c'est bon, pars avec quoi. Voilà, c'est bon. Et là je comprenais l'histoire et c'était fou quoi. C'était je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fait, mais vraiment il faut le faire. Il y a des moments vraiment qui m'ont marqué à vie. La bande son m'a marqué à vie. Tous médias confondus, c'est une des bandes son que je préfère. Et pour la petite anecdote, bien longtemps plus tard, quand je me suis marié, mon épouse Natacha, qui est là aussi ce soir, faisait beaucoup de chorale à l'époque et elle m'avait fait la surprise de chanter pour notre mariage. Il y a un moment clé dans le jeu où il y a un opéra qui est chanté. Et elle avait chanté donc, cet opéra à ce moment-là. Donc à plein de niveaux, que ce soit personnel, en termes de ludique de ma culture JV, à plein de niveaux, c'est un jeu qui a énormément compté. Et je le refais très régulièrement. Quand j'avais plus le temps, je le faisais une fois par an. Un peu plus compliqué maintenant, mais une fois tous les 2-3 ans, je le refais. C'est un jeu vraiment extraordinaire qui est d'une modernité folle, je trouve même encore aujourd'hui. Qui n'a pas qu'un seul héros, c'est vraiment plein de scénarios qui s'entrecroisent. On fait un peu son scénario à la carte, il y a plein de héros. Et c'est super bien écrit. Et j'ai même rarement retrouvé chez Square Enix des jeux aussi bien écrits après. Et c'est un jeu formidable à faire vraiment dans sa version. D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, il fait partie de la select de la Super Nintendo Mini. Les textes sont en anglais, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le découvrir. Pas le remake qu'ils ont fait, enfin le portage immonde sur mobile, où ils ont retravaillé les sprites et les graphismes, c'est super moche. Ou si vous n'avez pas de sous, par des moyens un petit peu, émulation, tout ça, mais c'est pas bien de le dire. Si vous possédez 10 exemplaires de la cartouche, bien sûr. Je prends mon exemple, en 2000, en fait, je l'ai découvert sur un ordi d'un pote parce qu'il y avait une trad française. Et dire, ah, bah tiens, on peut jouer à ces jeux que je n'ai jamais eu. Et de les redécouvrir comme ça et de se dire qu'on a raté tout un pan aussi d'une série et de l'histoire du jeu vidéo. Oui, exactement. C'était un des premiers quand le net a commencé vraiment à arriver, que les premières fan trad sont arrivées. C'est vraiment un des premiers jeux qui a été tout de suite traduit. Ouais. Et donc c'est un jeu extraordinaire. M'a énormément marqué effectivement pour toutes ces raisons. D'accord, Final Fantasy VI. Pour Bruno, Yoshi, toi, ton jeu. Oui. Comme Bruno, effectivement, moi j'ai plusieurs jeux de cœur. Je voulais parler d'Okami pour faire écho en plus à l'excellent podcast que vous avez fait il y a maintenant quelques années peut-être. Mais je vais parler en fait de Chrono Trigger. C'est un jeu que je refais assez régulièrement. C'est un jeu qui date maintenant sur quasiment la fin de vie de la Super Nintendo, que j'ai découvert un petit peu au hasard. En fait, c'est un
un ami qui l'a acheté dans le sud de la France. La boutique dans laquelle elle l'a acheté ne savait pas du tout ce qu'elle vendait. Elle a vu un caractère design Toriyama. Je crois qu'il l'avait acheté 50 francs à l'époque. Je suis vieux comme toi, Bruno. Il a acheté 50 francs. Mais là, le jeu c'était pas était la en sortie, japonais. parce que quand il sortait en boutique import, il fallait. Il raquer, hein. fallait vendre C'était un jeu très très attendu. Hein. Voilà, effectivement. C'était vendu qu'une bouteille de pastis. Non, ouais, je sais pas, il l'a trouvé à 50 francs. Note le détail, ça en vient du loose. sud. Voilà, en loose. Et en fait, on a commencé le jeu à deux. Le jeu était totalement japonais. C'était une époque, voilà, on baignait totalement dans les mangas. On n'avait aucune notion de japonais. On cherchait pas forcément à se renseigner et tout. Et en fait, on y allait à l'instinct. Sur le jeu, et en fait je sais pas, il n'y avait pas forcément de cinématique en plus à l'époque. C'était juste des petites gestuelles de personnages et autres, et pourtant on arrivait à avancer dans le jeu. Et il y avait cette et en fait il y avait cette compréhension de l'histoire. On était limite, c'est peut-être un peu fort, mais on était connecté au jeu en fait. On arrivait à avancer dans le jeu sans trop comprendre les dialogues et autres. On était littéralement connecté à ça. Et un week-end, en fait, on se le tournait. D'ailleurs, c'était avec Monsieur Fisk. On était à 3 dessus. Un week-end, c'était à mon tour d'avoir la garde de l'enfant. L'enfant prodige. Voilà. Et je commence à avancer dans le jeu. J'avance. Et j'appelle mon pote. Je lui fais, mais écoute, attends, je suis sur tel truc et tout. 2 minutes après, il déboule chez moi. Il me fait, vas-y, rends-le-moi. Non, je n'accepte pas du tout que tu sois plus loin que moi et autres. Et en fait, quelques temps plus tard, en fait, on a trouvé une soluce qui avait été faite par chez Q. Je crois que c'est Greg Hello que tu as cité tout à l'heure. À l'époque, c'est Greg Hello. Qu'il avait fait en Jap, forcément. Il avait fait une soluce sur Joypad, ce qui nous a fortement facilité la tâche. Et c'est un jeu que j'adore. Pourquoi ? Parce que voilà, on était encore dans l'univers manga. C'était le chara design d'Akira Toriyama, donc le dessinateur de la fameuse série Dragon Ball, qui était à son paroxysme. Voilà, on présentait plus la licence Dragon Ball. Et puis l'histoire nous a littéralement porté. Je crois que c'était quasiment le premier RPG que je faisais. J'ai découvert bien plus tard Final Fantasy VI, mais c'était le premier RPG que je faisais. Chaque personnage avait son background. On avait des personnages qui étaient très attachants. Le système de magie évolutive et autres, voilà, c'était une véritable découverte. Et puis bijou de beauté. En fait, après, en me renseignant, j'ai vu que c'était carrément des cadors qui étaient derrière le jeu. Donc, c'était une Dream Team. C'était une Dream Team. Si vous voulez en savoir plus, on a fait un podcast avec Bruno il y a de longues années. Oui, c'est vrai, parce que c'était en fait le papa de Dragon Quest et Final Fantasy qui s'était réunis. Exactement. C'était un événement incroyable au Japon, ce jeu. Clairement, parce qu'en plus à l'époque, Square et Enix n'étaient pas encore, n'étaient pas du tout. Ils étaient même frères ennemis complètement. Voilà. Entre la série Dragon Quest et la série Final Fantasy. C'était un peu le Capcom et le SNK du RPG, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis là, on avait ces cadors qui se réunissaient pour une œuvre majeure. Pareil, la bande son. Qui est une bande son juste extraordinaire. Et c'est un jeu que je me plais à refaire. Que j'ai réussi à finir en japonais, mais pas avec toutes les fins, que j'ai refait sur PS1, que j'ai refait de façon illicite, entre guillemets, sur émulateur traduit cette fois, ce qui m'a permis de débloquer d'autres fins, et j'ai retrouvé d'ailleurs il y a quelques mois de ça la version DS, qui est rarissime ma foi, que j'ai retrouvé sur le bon coin, et à l'image de mon pote à l'époque qu'il avait trouvé à 50 francs, je l'ai trouvé à 20 balles en fait. Oh la vache. Je l'ai trouvé à 20 €. Le mec il savait pas ce qu'il vendait. En fait c'était une nana, et en fait elle m'a... la nana qui savait pas ce qu'elle vendait. Elle m'a envoyé un message en me disant, je vous le vends à vous, parce que vous êtes le seul à m'avoir dit bonjour en m'envoyant un message. Dites bonjour les gens. Alors c'est très important les enfants, soyez polis. La politesse paye. La politesse paye. Elle m'a dit vous êtes le seul à m'avoir dit bonjour et s'il vous plaît. Et donc elle le vendait 30 €, elle me l'a fait à 20 €. Formidable. Voilà. C'est pas mal, ouais. Et c'est un jeu que j'ai ressorti parce que j'ai changé d'appart il y a maintenant quelques temps, et que j'ai ressorti de ma cave, et que je pense que je vais me refaire pour cette fin d'année. Il faut savoir, c'est que la version DS, il y a une version UK qui est pas très cotée et qui a quand même le français. Exactement, voilà, tout à fait. Il faut plutôt rechercher celle-là si vous voulez. On peut la trouver à République. Toujours sur les bons coups. Ah bah il faut bien. Quel film. Non mais il faut, faut que en tout cas même la jeune génération, s'ils ne connaissent pas,
avec maintenant la nouvelle effervescence que connaît maintenant Toriyama avec sa nouvelle série Dragon Ball, qui est après discutable, mais bon, ça c'est un autre débat. Enfin voilà, allez-y, foncez sur Chrono Trigger, c'est vraiment vraiment un jeu à découvrir sur plein de supports, notamment voilà, si vous êtes possesseur d'une DS ou une 3DS. Allez-y, allez à République, il est à une 40aine d'euros avec la version française. Je sais que tu fais plaisir à Bruno parce que la première fois qu'on l'a contacté pour savoir quel jeu tu as envie de traiter avec nous sur la caserie, il a dit FF6, Chrono Trigger. Ah bah, voilà. Excellent choix. Et Resident Evil, c'était la triplette magique. Ouais. Clad, toi, quel est le jeu du cœur que tu conseilles aux gens sur le chat et à nos auditeurs à nous? Il y en a plein, effectivement, c'est comme tout le monde qui me vient à l'esprit, mais je vais en citer un parce que j'y rejoue régulièrement. Ça m'a beaucoup marqué quand je l'avais découvert, et il s'agit bien évidemment de Street 3, donc Street Fighter 3. Alors bon, effectivement, je me rappelle, donc la première fois que j'ai tâté ce jeu-là, c'était sur borne d'arcade. Alors c'était pas le 3-3, donc c'était le Street 3 de tout court. Effectivement, à l'époque, c'était un peu une claque parce que c'était une époque un peu charnière où il y a beaucoup de gens qui commençaient à se détourner des jeux de combat 2D parce que bon, il y a la 3D qui arrivait, etc. Les Tekken, Virtua Fighter. Et en plus, c'était un Street Fighter un peu particulier parce que bon, tu lances le jeu la première fois, ok, Ken, Ryu, Chun-Li, c'est qui tous les autres là? C'est quoi tous ces persos que je connais pas? Ryu, Zangief, Ilou, Blanca. Donc le premier truc, tu fais wow, c'est bizarre quoi. Puis après, bon, le design, l'animation, enfin tout est différent en fait, tout a changé. Limite, tu dis, mais bon, s'il n'y avait pas Ryu, Ken, limite, c'est pas un Street Fighter quoi. Puis moi, tu commences à le prendre en main, puis au final, tu tombes sous le charme de cette animation qui est juste oufissime. Moi, j'ai vraiment pris une claque. Et du coup, j'ai passé des heures et des heures à jouer dessus. Évidemment, j'ai guetté la moindre version console, et notamment dès qu'il est arrivé sur Dreamcast en import, je me suis jeté dessus. Effectivement, et j'ai passé des heures dessus à jouer sur ce jeu, et qui a une courbe de progression fantastique parce que encore aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de l'e-sport, mais dans le milieu des fans et des amateurs de jeux de combat, et notamment de Street 3, on trouve encore de l'émerveillement, que ce soit à tâter le jeu et donc à apprendre tout le système de paring, donc à apprendre par cœur les framerate des furies de tous les persos pour essayer de les bloquer, etc. Ou dans la progression et donc on va dire l'évolution qu'on peut avoir sur le jeu, ou en tant que spectateur. Vous allez encore sur le net, alors évidemment il y a le fameux moment 37 de Daigo quand il bloque tout, mais je veux dire au-delà de ça, vous avez aussi encore aujourd'hui des compétitions qui ont lieu sur le jeu, au Stunfest comme chaque année d'ailleurs, oui. Et c'est toujours du super spectacle, parce que vous avez toujours un niveau fantastique, donc d'ailleurs les Français ont un très très bon niveau, et ça fait toujours plaisir, et puis bon, les Japonais se remettent dessus de temps en temps, juste pour nous mettre des Il faut aller au HFS Summer aussi. Ouais, non, on le voit dans c'est le plus gros tournoi de l'année en France. Voilà, mais c'est un jeu qui tourne beaucoup, et donc effectivement je reviens dessus régulièrement. Alors c'est toujours des fois un peu galère parce qu'en fonction des consoles, parce que j'ai pas toutes les consoles branchées, ma Dreamcast je la ressors de temps en temps, mais c'est un peu galère parce que faut tout rebrancher, enfin c'est galère. Donc du coup faut que je rechoppe le jeu sur des versions plus récentes quand il ressort sur PS3, après sur PS4, après sur Switch. Bon, c'est un peu galère, mais bon, quand on est fan et on compte pas, quand on aime, c'est comme ça. Donc du coup donc je le chope à chaque fois, mais en fait dès que j'ai envie de jouer à un jeu de combat, même si je prends beaucoup de plaisir quand il y a un DB Fighter Z qui sort, un nouveau Guilty Gear, enfin ouais, c'est super quoi, mais je sais pas, à un moment donné il faut que je revienne à ma Madeleine de Proust, il faut que je revienne sur Street 3, il faut que je revienne sur les bases, et à chaque fois c'est le même émerveillement quoi. Alors il y a la nostalgie qui rentre en ligne de compte, ça c'est sûr, mais je pense quand même on a aussi une perle, on a une pépite, parce que la qualité du jeu elle est là, c'est intrinsèque, on peut pas le nier, et donc du coup effectivement je prends toujours ce plaisir, mais que je rajoute à cette nostalgie quand je l'ai découvert à l'époque, et donc en plus c'est le double effet qui se coule, c'est le côté multi, toutes les parties que j'ai fait avec des potes, des soirées là-dessus, bon, avec Yoshi, etc. Enfin, avec des super phases. Enfin, je veux dire, c'est un des jeux en plus. Bon, c'est vrai qu'on peut le voir dans beaucoup de jeux de combat, mais Street 3, j'ai jamais vu autant de retournements de situation dans des combats que dans ce jeu-là, quoi. C'est juste hallucinant. Alors des fois, c'est complètement fortuit. On va pas se mentir. On a des fois un petit coup de bol sur un paring qui passe. Alors je sais pas trop vraiment ce qu'on voulait faire. T'as trop bien fait là, mec, super fort. Ouais, je sais. J'ai des heures d'entraînement et tout. En fait, t'as pas du tout fait exprès. C'était donc ça. C'est victoire. C'est ça. Et puis des fois, bon bah voilà, tu t'es bien entraîné, t'arrives à parer vraiment le coup qui va bien. Mais le problème, c'est que en fait, t'arrives juste à parer tel coup, telle balayette de Chun-Li machin. Et sauf que tes potes
potes ils prennent jamais Chun-Li de la soirée, t'es dégoûté parce que tu te fais chier, putain, j'ai taffé ce perso là en contre, etc. Et non, personne ne le prend. Mais enfin bref, voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça sur ce jeu-là et c'est vrai que c'est un Si jeu qui personne l'apprend, c'est pas normal. Hein. oui, non, oui, top c'est tier, non, mais hein, c'est un exemple comme ça. Ouais, mais en même temps, enfin, tu joues, ouais, c'est un top tier, mais tu vois, dans les soirées que tu fais entre potes, c'est pas des soirées de e-sporteurs, quoi. Tu vois, c'est Ouais. pas des mecs de haut niveau. Enfin, on est là pour délirer, donc du coup, bah, on prend tous les persos, quoi. Tu vois, tu prends Monsieur Fisk, il s'éclate avec Hugo, quoi. Il prend tout le temps Hugo, quoi. C'est son perso, quoi. Tu vois. Donc ouais, voilà, il y a toutes ces phases-là. Le côté solo, où, même si t'as pas forcément un jeu solo de malade, tu vois, c'est un jeu de combat street à l'ancienne en plus. T'as pas un mode histoire comme on peut avoir dans certains jeux de combat aujourd'hui. Je peux passer des heures dessus, enfin juste à Marave, c'est génial. Puis donc l'autre anecdote, c'est quand est arrivé le online. Donc la première fois, c'était sur la première Xbox. Donc la version de 3.3 avait le online. Et donc je me suis mis à jouer un peu online. Et bon, il y a toujours ce phénomène, fait ouais, moi j'ai un bon petit niveau quand même, moi je fais des bons combats contre les copains. Hein. Ah ouais, Ça fait mal, hein. et là, Elle a fait bon, mal, cette outre époque. les histoires de lag et autres, mais ce qui est génial, c'est que j'ai appris des choses en fait sur le jeu. Les mecs m'ont fait des trucs ou des combos avec Ryu, je fais putain, on peut faire ça quoi. Parce que bon, en plus à l'époque, Internet n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Enfin, t'avais pas YouTube où ouais, tu mettais tuto Street 3 et t'as mis une flopée de trucs. Et putain, finalement, je commençais à jouer un peu plus là-dessus. Je me prenais des roustes, mais c'était vachement bien parce que quand je tombais sur un mec bien qui avait un bon niveau, je fais oh putain, pas mal ce qu'il vient de faire. Donc j'enregistrais et hop, j'allais dans le mode training. Je fais putain, faut que je fasse la même, Putain, au framerate près, putain, trop bien quoi. Mais voilà, c'est ça qui est génial. Enfin, ce jeu, voilà, c'est ma Madeleine de Proust. J'y reviens régulièrement et c'est vraiment mon jeu coup de cœur absolu. Je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai à y jouer quoi. Ouais, bah, en fait, l'arrivée du online sur ce jeu, c'est comme la découverte d'un énorme easter egg sur un jeu solo où tu redécouvres un jeu que tu pensais connaître à fond. Ouais, et, clairement. Ouais, et non. du coup, tu l'aimes encore plus. Et c'est vrai que bah, du coup, ouais, en trois versions. On peut comprendre ça. N'hésitez pas sur le chat à balancer vos propres jeux du cœur, hein, les jeux qui vous tiennent à cœur. Et à balancer votre argent, faites des dons C'est aussi. Un petit don, une anecdote. Et ouais. Une façon élégante de le dire. Ouais, là, je suis comme ça. Moi, voilà. Alors attention, la version Dreamcast, c'est la version B. Il n'y a pas les mêmes trucs que la vraie version jouée par tout le monde. Voilà, c'est juste une petite précision, parce que quand même, faut être précis dans cette émission, la case rétro. Merci, Chic. Mais quand tu dis la vraie version, comment ça, la vraie version jouée par tout le monde? Alors, il y a, en fait, la version de référence, c'est la version CPS3. Ouais. Okay. Oui, c'est la vraie version. Ouais. C'est celle aujourd'hui qui est jouée en compétition. C'est celle aujourd'hui qui est jouée par les mecs, par la communauté parisienne, bretonne, des joueurs. Donc aujourd'hui, les mecs se tuent pour essayer de trouver un CPS3, pour le maintenir. Donc ça joue avec des super guns, tout ça. La version Dreamcast, en fait, c'est la version B. Ils avaient fait des corrections. Il y avait des trucs un peu craqués, alors je connais pas les différences exactes, mais par exemple la fameuse balayette de Chun-Li qui permet de passer faire le super cancel derrière, en fait est plus trop possible sur cette version. Voilà, ils ont retiré un peu les trucs craqués, mais du coup c'est plus la vraie version et c'est plus celle qui fait kiffer les mecs. Donc voilà, donc au Japon de toute façon ça jouera toujours sur CPS3 quoi qu'il arrive en tournoi. Après, une des versions les plus proches qui existent en termes de lag et de timing, c'est la version Xbox 360 avec la Online Edition. Ouais. Voilà. Donc vous la prenez, par contre, il faut la brancher sur un tube cathodique. Voilà. Quand nous on fait des sessions, parce que je joue encore au jeu, j'ai découvert comme toi en 99, peut-être dans les nuages à la Défense, j'ai vu une borne, ça devait être une Astro à l'époque, mais je faisais pas trop gaffe. J'aimais bien déjà Street, et quand j'ai vu 3.3, j'ai vu tous ces vêtements qui volaient, tout ça, j'ai fait ok, qu'est-ce qui se passe? Animation incroyable. Il se passe un truc. Et du coup, ce jeu m'a jamais quitté. Et du coup, même ça fait 3 ans que moi je suis retourné dans la communauté parisienne de ce jeu et que j'ai vraiment progressé. Parce que les mecs, c'est des chevaliers d'or, c'est vraiment des. Non mais sincèrement, c'est des tueurs. En France, on est, je pense, les meilleurs d'Europe. Pour de vrai. Hein. Ouais. Les Anglais, sur les tournois, il y a les gens. Anglais qui viennent. Et ben, les Anglais sont super forts, mais ils perdent parce qu'on a vraiment des tueurs. Et il faut se rendre compte que la marge de progression, elle est vraiment folle. Parce que quand les Japs viennent pour jouer avec nous, et ben putain, les mecs qui vont mettre des roustes à tout le monde en Europe, et ben ils vont parfois arriver à gratter des matchs, mais non, les mecs sont vraiment trop forts. Et là tu te rends compte que le Jap, parce qu'il y a parfois 2 Japs ou 3 Japs qui viennent, donc le premier qui est arrivé finalement c'était le moins fort. Donc le mec il a fait tourner tout le monde, il a fait tourner tout Paris, il a fait tourner tout Rennes, tout ça. Et là t'as le mec qui débarque et qui refait tourner ce mec là. C'est pour dire que tu comprends pas en fait à quel niveau de progression en fait à quel niveau de maîtrise en fait le mec est arrivé pour que des petites différences font que le mec devient intouchable. Et
Et ce jeu, juste là-dessus, en fait, est juste magique parce que tu en apprends tout le temps. Les mecs continuent à l'étudier et il y a toujours des nouvelles phases qui sortent. Toujours des C'est nouveaux ça trucs. Voilà. C'est Donc, éternel en fait. La richesse de ce jeu-là, elle est juste hallucinante. Ce Je jeu, dis, mais, ce jeu est toujours joué massivement 20 ans après en tournoi. Il y a un énorme tournoi au Japon qui ramène plus de 500 personnes pour les teams de 3, c'est la Cooperation Cup chaque année et qui fait que bah non, c'est le jeu sur lequel tout le monde revient, sur les jeux sur lesquels les plus grands joueurs aujourd'hui qui gagnent les jeux de combat ont commencé. C'est une institution lui tout seul en fait ce jeu-là. C'est juste phénoménal. C'est une vraie pépite. Ouais, et ça attire aussi les gens du grand public qui n'ont pas forcément le côté e-sport, comme tu l'as dit, de pouvoir se bastonner entre potes parce que les animations et la profondeur et le plaisir de. Entre potes, mais pas online. Parce qu'online, sincèrement, c'est la jungle. Hein. Ah non, c'est la jungle. Mais c'est vrai qu'il attire même ceux qui n'aiment pas les jeux de combat. Moi, je suis pas du tout jeu de combat, mais c'est vrai que quand tu le croises, enfin quand je l'ai croisé la première fois en arcade, je me suis dit il faut que je mette une pièce quoi. Le graphisme, l'animation, même à jouer. Enfin ouais, c'est impressionnant. Et tu prends quand même du plaisir. Bon après, tu tiens pas longtemps, surtout quand t'es pas habitué au jeu de baston. Mais ouais, non, il mettait déjà une claque à l'époque. Et c'est vrai que je sais pas s'il y a beaucoup mieux maintenant. Peut-être les Guilty Gear au niveau graphique, je parle, mais voilà. Claque visuelle, tu veux dire? Ouais, la claque visuelle, ouais. L'animation, je trouve qu'elle est toujours folle. Et, je suis pas sûr qu'en 2D, on ait fait beaucoup mieux et qu'on fera beaucoup mieux. Quoi. Yetcha, est-ce que l'effet café t'est passé? Je l'ai vite fini. Hein. Ouais, c'était super sympa ce film, merci beaucoup. Maintenant, on va parler de l'effet du cœur. Quel jeu t'as envie de conseiller aux gens qui nous écoutent? Alors, comme tout le monde, hein, j'ai hésité entre beaucoup de jeux. Surtout, on se rappelle que tu es un des premiers à avoir tiré pour venir ici. Et j'ai vu les visuels que tu as pensé avant que je dise flemme. On fera pas, on mettra pas de visuel. Et donc j'ai très hâte que tu m'expliques ce jeu du cœur. Ouais, parce que c'est un choix assez particulier. J'ai longtemps hésité avec Castlevania Symphony of the Night, qui est un jeu que j'ai fait une dizaine de fois et que j'adore. Et j'ai fini par choisir un jeu mobile. Je joue pas sur mobile, en fait, en règle générale. Mais j'ai téléchargé ce jeu lorsque j'ai eu un iPhone il y a quelques années. Il est sorti fin 2000, non presque, fin 2007 sur PC et donc sur iPod et iPhone. C'est Peggle. Oui. Vous voyez tout ce que c'est Peggle? Ouais. Explique quand même parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors en fait Peggle, l'objectif du jeu, vous avez sur l'écran un ensemble de ce qu'ils appellent les taquets. C'est des petites billes en fait de couleurs. Il y a des billes de couleur bleue et orange. Et en haut de l'écran, vous avez un petit canon que vous pouvez diriger. Et avec ce canon, en fait, vous allez lancer une bille qui va aller rebondir sur les autres billes. L'objectif, c'est de faire disparaître en priorité les taquets orange. Vous avez terminé le tableau lorsque vous avez fait disparaître tous les taquets orange. Mais l'objectif absolu, c'est de faire disparaître tous les taquets de l'écran. Alors en fait, ce jeu, il peut s'assimiler c'est un peu entre le flipper, le pachinko et le billard. Pour vous donner une idée. Alors au début on se dit on balance une bille qui rebondit de manière aléatoire un peu partout pour éliminer les trucs, c'est un peu du hasard, un peu comme le pachinko quoi. On lance les billes et puis la gravité fait le reste. Mais en fait ce qui est incroyable dans ce jeu c'est qu'il y a une courbe de progression énorme. C'est-à-dire que tout comme au billard justement, ou même au flipper, mais plus au billard, il y a vraiment un jeu par rapport à la trajectoire qu'on va donner à la bille qu'on lance à partir du canon, en fonction de l'endroit où elle va attaquer sur le premier taquet qu'on vise, on va obtenir des rebonds différents, comme au billard. Et avec avec ce ciblage précis, on va pouvoir faire entre guillemets un peu ce qu'on veut. Alors il y a toujours dans la deuxième partie, après le deuxième voire troisième rebond, un peu plus de hasard, puisque après la bille tombe vers le bas et voilà, elle fait un petit peu entre guillemets n'importe quoi. Mais cette capacité qu'on a à régler en fait ce premier rebond, voire le deuxième, voire le troisième quand on progresse, nous permet vraiment de développer un skill qui peut être vraiment important. On va jouer avec les murs aussi, taper dedans pour atteindre un taquet qu'on n'arrive pas à atteindre au début. Il y a parfois des taquets qui sont sous forme de briques où il faut taper 2 fois de suite pour les défaire, un peu à la façon de Arkanoid, certaines briques où il fallait taper plusieurs fois pour les enlever.
On a des taquets aussi qui sont violets, en fait, qui est un multiplicateur, parce que l'objectif c'est aussi de marquer des points, hein, c'est un jeu à points. Il y a également, ça c'est important, ça apporte vraiment un plus, c'est des taquets verts qui, en fait, à chaque tableau, il y a une dizaine de niveaux par personnage, parce qu'à tous les 10 niveaux, il y a un personnage, ce qu'ils appellent un maître, qu'il faudra combattre à la fin. Qui a un pouvoir spécial. Lorsqu'on lance un taquet vert, ça débloque son pouvoir. Alors il y a une licorne, c'est le premier personnage qu'on rencontre, qui s'appelle Björn, et pas Borg mais Björn. Il a ce qu'on appelle le tir qui permet de visualiser la trajectoire de la balle, c'est-à-dire que vous avez la trajectoire qui est visualisée avec le rebond, un rebond, deux rebonds, etc. Donc vous savez exactement ce que va faire la bille quand vous allez la lancer. Donc déjà ça aide parce que vous voyez ce que vous allez faire, et ensuite vous n'avez plus besoin non plus de cette visée. Vous allez pouvoir avec votre skill, vous allez pouvoir le faire en toute conscience et en toute état de cause, savoir exactement où va aller la bille. Il y a d'autres pouvoirs qui font qu'il y en a un qui va faire brûler des billes, d'autres ça va faire comme des flippers qui vous permettent de relancer la bille, etc. Alors une feature de plus dans ce jeu, c'est que tout en bas de l'écran, il y a un petit panier, un peu à la façon de la raquette d'Arcanoid, qui va aller de droite à gauche, d'une vitesse normale, régulière, pardon. Et donc il y a un trou dedans, et si vous arrivez à faire tomber la bille dedans, vous récupérez la bille, parce que vous avez 10 billes au maximum pour faire tomber tous les taquets de l'écran. Et donc parfois, lorsqu'il vous reste, par exemple, je sais pas, il vous reste 3-4 taquets à descendre, des taquets orange, vous pouvez faire et qu'il vous reste qu'une bille, vous pouvez réussir à faire des rebonds sur le côté du taquet orange pour qu'ensuite, en tirant au bon moment, paf, ça va retomber dans le panier en bas, donc vous récupérez la bille et vous éliminez comme ça les taquets, ainsi de suite. En fait, ce que je trouve extraordinaire dans ce jeu, c'est que bon, y a un côté musical et ambiance sonore très stimulant. C'est-à-dire que quand vous réussissez des coups, il y a des ralentis, ça explose de partout à l'écran, il y a une musique, c'est une musique classique, je crois que c'est l'hymne à la joie. À chaque fois que vous avez fini c'est ça, ouais. À chaque fois que vous avez fini votre tableau, c'est très dynamique et vraiment c'est quelque chose qui on a en fait dans ce jeu mobile tous les aspects de la satisfaction que vous vendent les jeux free-to-play qu'on trouve de partout pour vous accrocher et puis vous dire dépense ton argent. Sauf que là, il n'y a pas du tout cet aspect de dépense. Vous achetez le jeu, il est gratuit. En tout cas, sur mobile, il y a des versions qui sont payantes ensuite parce que ça a été adapté sur plein de plateformes, quasiment toutes. Mais vous avez le jeu entier, il n'y a pas de trucs à acheter, des DLC, des machins, des trucs comme ça. Il y a eu d'autres versions, il y a eu Peggle Knight, il y a eu Peggle 2, etc. Il y en a eu plus d'autres, il y a Peggle Blast, enfin, il y en a plusieurs versions. Et en fait, ce que j'aime vraiment et ce que j'apprécie dans ce jeu-là, c'est que, alors déjà, on le retrouve sur plein de plateformes. Et en fait, le skill que vous acquérez, oui, ça. Ah, t'es tout seul là. À cette heure-ci, t'es tout seul. Le style qu'on acquiert avec le temps et la pratique, on arrive vraiment très facilement à le transposer de l'iPhone à la DS, à la PS4, à la PS3, à la Xbox 360, c'est sorti vraiment sur tous les... Et ça, je trouve ça vraiment très rare. Qu'il y ait un jeu qui puisse vous permettre, parce qu'il y a certains jeux, si vous n'y jouez pas pendant 2 semaines, 1 mois, 6 mois, vous revenez dessus, vous êtes une quiche, vous n'avez rien à faire. Là, on arrive à très vite reprendre ses repères, et quelle que soit la plateforme, on arrive à s'en sortir si on a déjà du background derrière au niveau skill. Et ça, je trouve que c'est unique. Et en plus, alors moi qui ai malheureusement pas beaucoup de temps de loisirs, on va dire, dans la semaine, moi j'ai 2 heures, 3 heures dans la semaine pour faire des podcasts, des séries, de la télé, des jeux vidéo, donc c'est un peu court. Donc je suis très satisfait parce qu'on peut aussi se faire 5 minutes de jeu, on se fait un tableau, 2 tableaux, et puis voilà, on le laisse de côté, et puis on y reviendra une semaine après. Donc il y a aussi cet aspect-là que je trouve vraiment très très intéressant. Donc c'est vrai que c'est un jeu mobile, ça paraît un peu cheap par rapport au superbe jeu que vous avez cité, que je connais également. Non, mais c'est un super jeu. Mais c'est hyper addictif. Ah ouais. Et il a été classé d'ailleurs. C'est des parties courtes ou c'est jusqu'à ce que tu aies C'est court et moi je l'ai découvert par hasard, parce que sur le papier jamais j'y aurais joué. Oui, et quand on y joue, absolument. C'est extraordinaire en fait. Moi j'ai joué sur 360 et j'ai le 2 sur PS4, je crois, oui.
C'est super addictif. Juste très rapidement, à l'époque, quand je bossais pour IGMAC, j'avais interviewé le boss de PopCap, donc qui édite, qui édite ce jeu, voilà. le jeu. Ouais. Et il m'avait expliqué tout ce qu'ils avaient fait pour rendre le jeu attrayant, le petit ralenti de la dernière Ouais, BI. D'ailleurs, ça rejoint Chrono Trigger. Donc, parlait tout à l'heure, le compositeur du jeu est fan de Chrono Trigger. Il s'est inspiré de Chrono Trigger pour faire les musiques et tout. Et ils sont, pour le ralenti à la fin de la BI, ils sont inspirés de Burnout. C'est ce qu'on, en termes de game design, ce qu'on appelle le juicy. Tout est satisfaisant dans le jeu. C'est une explosion permanente et il faut vraiment essayer. Peggle, c'est vraiment. Moi, je connais beaucoup comme nous de core gamers qui adorent ce jeu, qui a une apparence casual et qui est extraordinaire à jouer. On a vraiment la sensation comme Genova. On vient de passer les 1300 €. Bravo. Bravo. N'hésitez pas à attaquer les donateurs sur le chat. Ah là, il y en a qui veulent le t-shirt dédicacé là. Ce qu'on ressent dans ce jeu aussi, comme tu dis Bruno, c'est très juicy et on sent comme le définit Genova Chen, il y a vraiment un flow à un moment qui arrive dans la maîtrise de ce jeu qui est jouissif quoi. Enfin il n'y a pas d'autre mot. Hein. Quand je t'écoute, ce que je vois, c'est que c'est très accueillant au premier abord et qu'en fait en découvrant la profondeur, tu rentres comme tu dis dans la zone, dans le flow et tu te découvres toute la richesse que le jeu peut te proposer. Il y a une énorme marge de progression et c'est. Quand tu m'as montré les images, je me suis dit, c'est quoi? C'est un Montezuma-like oui, j'aime bien, mais bon, au bout d'un moment, après la pause pipi, c'est fini. Quoi. En fait, là, quand tu me le décris, j'ai envie de le tester. Il faut vraiment l'essayer. C'est super. Et c'est sorti sur quel support en premier? Sur smartphone? En premier, PC et iPod de iPhone. En fin 2007. Et après, sur les consoles Xbox, PlayStation, il est dispo partout. Ah oui. Et moi, à chaque version qui sort, je l'achète. Parce que je veux l'avoir sur tous mes supports et pouvoir jouer n'importe quand je veux. Ça sur n'importe quel support. C'est récurrent. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis addict et j'adore ce jeu. Voilà. Et il a été classé, juste pour l'anecdote, en 2007, donc son année de sortie. Et il a été classé aux USA et au Canada dans une chaîne d'info, la MSNBC, comme l'un des 5 jeux pour ordinateur les plus addictifs de tous les temps. Ouais, c'est clair. C'est vraiment le jeu où tu te dis alors encore une petite bille. Ça va être une merde relance encore une, je relance encore une et puis tu finis plus. T'as passé un temps fou. Après toi le flipper, tu connais un peu toi. Tu poil. Mais c'est vrai que moi je l'avais découvert, il était passé gratuit à un moment sur PC. Ils avaient fait une espèce d'offre. Alors je sais pas s'il venait de sortir ou pas, mais pendant un temps assez court, il était gratuit. En fait, il suffisait juste de je sais pas si c'est pas le cas aussi sur la Xbox 360. T'avais certains packs vendus et ils proposaient le jeu. Après on a Peggle Blast qui est sur Android, là, qui est sorti il y a 3-4 ans, qui est super aussi, avec de nouveaux maîtres, donc qui ont de nouveaux pouvoirs. C'est vraiment super cool à faire. Il y a un Peggleverse. Ok. Beaucoup trop tard. Bien tenté. De choses subtiles. Mais t'es tout seul, hein, comme tu le disais à cette heure-là, t'es tout seul. Bon bah Peggle, un jeu à tester sur le chat. Si vous ne l'avez jamais vu, bah voilà, vous avez sacré conseil, une grosse reco. Chine, toi, en univers, quel est le jeu que tu as envie de conseiller? J'ai beaucoup réfléchi. Non, tu dormais, tu te réfléchissais pas. Je dormais à moitié en fait. C'est vrai que le temps est passé vite. Je pense que j'ai dû dormir en fait, vu que le temps est passé vite, mais je vous entends. Enfin voilà, bref. J'ai beaucoup cogité et en fait vraiment il y a un jeu qui me touche parce que je sais pas, à l'époque je trouvais ça juste révolutionnaire et aujourd'hui je m'en suis peut-être pas encore remis parce qu'il était vraiment très révolutionnaire, je trouve, dans tout ce qu'il a fait. Après vous allez me dire non, il y a machin qui a déjà fait avant et tout. Vas-y, crache là, vas-y, c'est quoi? Alors moi c'est Flashback. Alors non, il y a des trucs qui ont déjà été fait avant. Tale of the World, ouais, j'avais pas fait qui a copié le truc, mais que j'ai pas fait à l'époque. Alors pour moi à l'époque j'avais une Mega Drive, les jeux de plateforme pour moi c'était des trucs où tu allais tout droit et puis il fallait aller au bout. Voilà. Il y avait éventuellement un boss, tu tuais des gens tout le long. Et Flashback, en fait, déjà il m'attirait parce que l'animation, bien sûr, la petite prouesse technique qu'il réalisait à l'époque, pour moi c'était juste bluffant. C'était waouh, c'est un film ou un dessin animé, c'est la vraie vie. C'était juste incroyable. Le fait qu'il sorte son arme et que pour sortir son arme, c'est pas juste un pistolet qui apparaisse dans la main et qui disparaisse. Non, le mec va le chercher au fin fond de son blouson. Le sort, se met en position, on sent qu'il y a un recul, il faut la ranger, il va réussir à faire une roulade avec, et ben l'animation elle tient compte de ça parce qu'il garde son pistolet à la main, c'est super stylé, il pourra pas faire de grands sauts avec si je me souviens bien, il va la ranger avant, enfin
il y a Faut une... toujours l'arranger avant de sauter. Voilà, c'est bien connu. Merci Claude. Il y a de l'inertie. Ah, si tu veux vraiment sauter, il faut la sortir. Mais Ouais, parce que sinon ça marche J'ai pas osé, j'ai pas osé. Et il y a de l'inertie. C'était le podcast d'avant, le cul. Hein, normalement, mais, Ouais, vous êtes trompé de créneau, monsieur. sur le jeu du cœur et pas le jeu du cul là. T'as des cinématiques aussi. Oui, alors aussi Ouais. les cinématiques. Enfin, le fait que voilà, on est sur une 16 bits. Pour moi, ça n'existe pas. C'est pas possible d'afficher fait de des la trucs en 3D 3D, comme ça. ouais. Tu ramasses un truc, t'as une animation, une petite musique. D'habitude, un jeu, il y a tout le temps de la musique. Pour moi, un jeu de plateforme, il y avait tout le temps de la musique du début à la fin, ça fait partie du jeu. Et là, non. Il y a du silence. Tu marches, t'entends un truc électrique qui tourne, là, bzz, ou un truc qui clignote, plouc, 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 plouc. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, tu vas ramasser quelque chose et tu vas avoir une musique, un jingle, où il va y avoir une phase d'action. Tu vas arriver, tu vas descendre, tu vas faire une roulade, tu vas tuer 3 mecs. Et là, tu auras une petite. Toum, toudoum, toudoum, je sais pas, vous avez la musique en tête. Là. Ouais. Voilà, mais il y a une musique d'action, de film d'action. Et rien que ça, le fait que la musique ne soit pas tout le temps présente, je me dis, mais c'est incroyable. Ça joue sur mon ressenti sur le jeu. T'as une vraie atmosphère dans ce jeu, Ouais. ouais. Le fait que, justement, ce soit pas un jeu dans lequel. Alors, oui, on va tout droit, il faut aller au bout dans Flashback. Mais il y a beaucoup d'allers-retours. Les niveaux sont des tableaux. Et finalement, cette succession de tableaux dans un même univers sont le niveau dans lequel on va faire les allers-retours parce qu'on va ouvrir une porte, on va se rendre compte qu'on peut aller en arrière pour en ouvrir une autre et qu'on n'a pas forcément. Et qu'on va fouiller. Et c'est la première fois que moi, alors, non, j'avais déjà fouillé dans. Je pense que j'avais dû faire un RPG sur Game Boy à l'époque qui était. J'avais dû faire le Zelda, j'avais dû faire un Roger Rabbit, un truc comme ça. Mais voilà, c'était des jeux vus de dessus, c'était fait pour. Le format. Jeu de plateforme pour moi n'était pas fait pour et en fait je me disais mais en fait ça marche trop bien, je suis en train de vivre une aventure qui est juste incroyable. Et puis c'est quoi ce monde dans lequel on me jette avec j'arrive dans la jungle, mais dans la jungle il y a aussi des trucs électroniques, il y a des équipements un peu partout, mais comment peuvent-être ça? Ouais, merci, 25 € d'un Oh, coup. super, bravo, merci. Merci beaucoup. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mais continuez. Pour Flashback. Allez, voilà. un petit effort là. Allez, Parce que bientôt les millions. ça coûte cher le rétro, donc en général les prix montent très vite. Hein. Voilà. Enfin voilà. Le fait que, par exemple, tout le monde, alors, moi le premier, on se souvient dans Shenmue, on dit ouais Shenmue c'est incroyable parce qu'à un moment donné, il faut travailler pour pouvoir s'acheter un truc, tu vois. Et oui, dans Flashback, tu. Mais à un moment donné, dans Flashback, je me souviens très bien, je fais putain, mais C'est vrai. c'est juste incroyable parce que j'ai besoin de thunes pour faire un truc, pour voyager, je crois. Je me souviens plus trop exactement. Et on me dit, il te faut des crédits, gars. Et va à l'agence pour l'emploi. Et tu te tapes des allers-retours, tu vas à l'agence pour l'emploi, on te balade de guichet en guichet. Tu choisis un premier taf de livreur, t'es content mais t'as pas assez de thunes donc tu retournes au Pôle emploi et puis on te refile un autre truc. Donc t'es dans cette ville, tu prends le métro pour aller Oui, c'est vrai. d'une station à l'autre. Mais enfin pour moi c'était l'aventure, mais c'était juste incroyable. Je me suis dit c'est pas possible d'avoir réussi à faire un jeu vidéo comme ça. Tu fais la jungle, t'as des trucs qui volent, t'as des trucs en 3D, tu vas dans la ville, on te fait participer à un jeu télé qui me faisait penser à... Je pense que j'avais... C'est Running Man un peu. Ouais, Running Man, ça me faisait penser à Running Man Ouais. que j'avais vu et c'est juste... je sais pas s'il y a personne de VHS là. Enfin... Tu sais, il y a aussi des gens qui ont des goûts de chat, il n'y a pas de problème. non, Non, il y a des gens cultivés aussi quand même. tu vois, Running Man c'était juste incroyable ce jeu. Et après tu vois qu'il y a une espèce de... Alors tu savais pas trop qui étaient les mecs au début, si c'était des sauvages ou je sais pas quoi, il fallait leur jeter des... Enfin, jeter un caillou pour attirer l'attention d'un mec. Oh. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est Pour pas activer grave. un laser, pour activer un passage justement un capteur. C'est, mettre un objet devant un capteur justement pour laisser la pierre pour pouvoir partir, activer des passerelles qui montent et qui descendent grâce au capteur, les trucs invisibles. Bah je sais pas, moi ce jeu, même encore aujourd'hui, je me dis, il a révolutionné un truc. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de jeux indés en 2D comme ça, de plateformes qui sont des jeux d'aventure finalement, parce que tu fais des allers-retours entre les trucs. Shadow Complex me faisait un peu penser par Shadow exemple Complex, à ça. ouais, sur Ou Xbox le 360. remake 2.5 de Flashback Voilà. qui ressemble justement à Shadow Complex. Ouais. En fait, c'est un jeu qui a fait des petits. Tu prends The Last Night qui est en développement depuis des années. Est très clairement inspiré de Flashback et il s'en cache pas. Il y a eu un jeu aussi, j'ai plus le nom, Bruno, qui est sorti via Kickstarter qui avait un look très Ah oui, j'ai plus le nom du tout, mais Flashback en complè- genre 8 bits. Oui. C'était très intéressant. Ouais. Voilà, il y a vraiment des inspirations. On voit que c'est un jeu qui a marqué. Faut rappeler que c'est un jeu de Paul Cuisset Bien sûr. qui a énormément marqué. Est-ce que tu le connais? Oh oui, j'ai cette chance incroyable
d'avoir pour ami Papa Luxec, une personne que j'estime à un point inimaginable. Et il faut savoir que c'était je me la pète un peu, mais je pense être le premier dans un magazine français à avoir sorti ces anecdotes-là à l'époque où je l'ai rencontré. C'était un jeu qui devait être à la base une adaptation du Parrain, Flashback. Mais ils n'ont pas du tout écouté en fait ce qu'on leur avait demandé. Et voilà, ça devait être Parrain dans le futur. Et finalement, ça s'est transformé en Flashback. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment la version Mega Drive qui est la core version et pas la version Amiga. Elle est sortie avant sur Amiga pour des raisons de planning. Oui, c'est vrai. La version Mega Drive, C'est comme comme Mega Turrican et Turrican 3. Exactement, c'est la même chose. Ils en ont chié des ronds de chapeau pour faire rentrer toutes ces animes sur Mega Drive. Ça a été un boulot énorme. Et c'est un jeu qui a rayonné et qui rayonne toujours à l'international, qui a inspiré des tas de créateurs, même au Japon. Enfin, c'est un jeu qui est énormément marqué. Ouais. Il y a un petit truc de magique en plus. Enfin, je ne saurais pas dire si c'est la technique ou le fait que ce soit l'époque, mais par exemple le remake qui était sorti sur, je sais plus sur quelle console, PS3 ou. C'était PS3 360, je crois. Enfin, non, j'ai pas retrouvé la magie. J'ai pas retrouvé la magie du jeu. Pas le même charme. J'ai pas trouvé le plaisir. J'ai tenté, j'ai fait non, c'est pas possible. En plus, ils ont essayé de moderniser un peu les mécaniques avec le laser. Là, il y avait pas une pseudo suite aussi. Alors, Fade to Black. Juste pour l'anecdote, c'est-à-dire que j'ai tellement aimé Flashback que le jour où j'ai une PlayStation à Noël, donc j'avais bien sûr le CD de démo, mais on est parti à la Fnac avec mes parents, on m'a dit t'as le droit de choisir un jeu. Enfin, je suis rentré avec Fade to Black à la maison parce que je voyais des. Alors, tu fais un. Sauf que en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai un excellent souvenir de Fade to Black. Pareil. Parce que c'est mon premier jeu vraiment en 3D. Tu te cachais derrière des caisses, on te tirait dessus, puis t'explorais des vaisseaux, t'explorais des trucs, je me souviens un peu, et t'ouvrais des caisses. Et j'en ai un super souvenir. Ouais, moi aussi, il a plus mal vieilli effectivement, puisque la 3D, c'est normal, c'est des débuts. Tomb Raider en fait a beaucoup obscurci toutes les avancées. Exactement. Le personnage est très très lourd à manipuler. Ouais, je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais à l'époque, j'ai retrouvé aussi, comme tu dis, cette ambiance cinématographique. J'étais dedans tout de suite. C'était là. Tu travaillais dans le vaisseau, tu t'échappais et tout. Exactement, c'était là. Donc ça m'a poussé même à jouer aujourd'hui un jeu. C'était mon premier jeu PlayStation d'ailleurs, si je me souviens. Moi, c'était vraiment le premier que j'ai pris. J'ai sauté dessus. Mais en fait, Flashback, je pense qu'il a pas forcément inventé grand chose. Mais c'est la façon dont il lie tout ensemble. La direction artistique, les mécanismes de jeu, l'atmosphère, tout ça, c'est ça qui fait sa personnalité en fait au jeu. Ouais. Au niveau de l'animation, finalement, on retrouve un peu le rotoscoping de Prince of Persia. Oui. Non, pas si on prend cet exemple-là. Utiliser un bloc pour activer un mécanisme, ça s'est vu avant aussi. Bah, voilà, mais c'est la façon dont c'est lié intelligemment. C'est un bon melting pot. Il y a quand même des idées, de belles trouvailles aussi qu'il a amenées. Et c'est toujours ce côté de se rapprocher qui était le leitmotiv de Delphine, se rapprocher du cinéma. Maintenant, on a l'impression que c'est un gros mot de dire ça, mais les jeux 2D qu'on adorait, ils essayaient de faire ça aussi déjà, avec les moyens de l'époque en fait. Et il y a un truc qui prend effectivement. Et on peut rappeler d'ailleurs que le jeu est sorti en version anniversaire sur Switch il n'y a pas si longtemps que ça, où là on retrouve vraiment le jeu original. Effectivement. Avec une boîte d'une classe. Ouais. Oh là là, j'ai pas vu dans ce coffret. Distribué par Just for Games. Bref. Mais au passage, on fait sa promo. Tu peux m'avoir une copie. Ça peut se faire. Non, puis il y a quand même un tournant pour l'époque sur ce jeu-là, un tournant narratif. Il faut il y a tout un tas de choses qui se disent sur tout le côté narratif des jeux vidéo depuis on va dire une dizaine d'années. Mais finalement, bien avant ça, Flashback a quand même été, quand on remet dans le contexte de l'époque, je mets à part les jeux PC ou le point and click, et encore que, parce que la narration on était plus spectateur qu'autre chose, quoi. Mais en Flashback, on avait ce côté narratif participatif, même si c'est beaucoup plus limité que ce qu'on voit aujourd'hui, mais quand même on avait des prémices dans l'écriture et tout. Ça aussi c'était complètement inédit, quoi. Nous avons un don de 15 €. C'est un truc qui m'avait scotché. Bah voilà. Bah voilà, c'est bien ça. Continuez comme ça, c'est bien. Flashback, on va faire des stats. Flashback, c'est celui qui génère le plus de dons. Mais c'est toi, mais en même temps, Flashback, c'est toi. Tu crois? 24 heures de Flashback, ça va être compliqué. Le seul défaut, mais qui m'a fait rire. Oula. Non, en fait c'est un faux défaut. Mais c'est que le R et le A se ressemblaient trop dans la police du jeu. Et sincèrement, pendant toutes les années où j'ai joué au jeu et auquel je recommençais depuis le début le jeu, il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu. Je me souviens plus. Hein. Quand tu commençais, il fallait recommencer depuis le début sur Mega Drive. Il y a des codes. Il y avait des codes. En fait, je m'en foutais, je recommençais depuis le début à chaque fois parce que je kiffais. Je suis d'accord. En fait, à chaque fois, t'as le cube et le mec se parlait et je lui disais toujours salut connard.
Tu te dis, voilà, comme il Je me disais, mais... En fait, je me disais, mais Moi, pourquoi ce mec est vachement hostile envers moi? c'est un jeu mature. C'est un jeu mature, je fais salut connard. Et je fais putain, mais pourquoi il l'aime pas? il est bizarre le jeu. Et pendant des années, mais pourquoi il l'aime pas? Pourquoi il l'aime pas? Et jusqu'à ce que quelqu'un me dise, ouais, Conrad, il est quand même vachement. Ah, Quoi Conrad. Il s'appelle pas connard. Mais voilà. Et là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire, exactement. Ouais, c'est un jeu qu'on a traité sur la Case Rétro il y a très longtemps et voilà, je rejoins exactement tout ce que tu as dit, c'est vrai que ça a marqué. Également Another World, c'est une époque en fait où on s'est dit on peut raconter des histoires, changer des trucs, ne plus sortir on va dire des poncifs arcade de points de scoring. On pouvait avoir de une vraie histoire mais qui tout en sort le jeu. permettant aux joueurs de jouer. Parce qu'avant, l'histoire c'était un prétexte pour aller à un point A, un point B, comme on disait. Et là, on avait quelque chose qui nous donnait envie Tout d'aller est fait plus loin, pour quoi. que tu sois immergé vraiment. Et le jeu français rayonnait déjà à l'international. Alors, sans parler de French Touch, qui est un terme un peu pourri. Encore Coulette, Merci. On va rester sur Flashback alors jusque pendant encore 10 heures. Apparemment, ça motive. Et la French Touch. Bah écoutez, sortez le jeu, on va le faire. Oui, parce que par exemple, j'ai joué dernièrement à Inside, j'ai vu du Shai, j'ai vu du Cuisset, et je me suis dit, bah voilà, c'est ce genre de jeu. Ah, mais ça a influencé plusieurs générations même de game designers, de créateurs de jeux. Ouais. Non mais clairement, dans les années 90, on a été, la France a rayonné au niveau du jeu vidéo. Ça me fait penser un peu au milieu de l'animation, où donc les talents français dans l'animation des années 60, 70, etc. ont influencé tout un tas de personnes, et c'était pareil dans le jeu vidéo dans les années 90. On parle de Flashback, mais il y a aussi Alone in the Dark, Frédéric Renal qui a eu une influence monstrueuse, et d'autres, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, mais c'est quand même les plus connus. Et effectivement, il faut rendre César, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est compliqué à ce temps-là. Il faut rendre César à sa mère. C'est un autre style. Mais c'était une époque super importante, et effectivement on a rayonné en termes de production, et avec des jeux comme Flashback, c'était juste affolant en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais qu'il y a une polémique là-dessus, parce que je baigne un peu dans notre gaming, j'en fais du podcast. Il y a aussi cette polémique comme quoi, en gros, c'est très franco-français de croire qu'il y a eu cette période-là de French Touch, et qu'en fait, on en a fait des caisses parce qu'on avait des jeux de qualité. Et alors qu'à l'étranger, c'était ouais, c'est pas mal ce que vous faites, mais ça revient pas. Il y a une polémique là-dessus. Dans le terme French Touch, je suis d'accord avec toi, il est super galvaudé, il veut pas dire grand-chose. Si tu mets des jeux cryo dedans. Ouais, voilà. C'est quoi, c'est qu'on serait Mais trop chauvin finalement Ces jeux-là, on parle de Flashback, de quelques Another World. Tu vois, tu prends Another World, c'est un jeu de chevet de Suda 51, quoi. C'est un jeu qui l'a marqué, etc. Il y a quand même des jeux marqueurs qui ont. Après, de parler de toute une vague qui ont. Voilà, après, c'est encore autre chose. Je parle moi surtout de l'influence. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je pense que tu prends comme Rénal avec Alone in the Dark, voilà, tu viens de citer par exemple. Ah bah oui. Tu prends les années 2010 par exemple, là, donc la décennie qu'on vient de passer. Je pense qu'on a eu quand même beaucoup moins d'influence en termes de créativité qu'on a pu en avoir dans les années 90, si tu vois, au niveau mondial. Bon, après, on a beaucoup de talents qui s'exportent aussi, voilà. Ouais, non mais attention, le contexte c'est pas même ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Là, en 3-4 titres sur 10 ans, là, on a influencé quand même beaucoup de gens. On peut dire ce qu'on veut sur la qualité des jeux d'un point de vue purement intrinsèque, c'est sûr. Mais dans chacun de ces jeux-là, il y a eu des points très forts. Il y a eu des avancées très importantes dans certains domaines, narratifs, animation, etc. Pris indépendamment, qui ont influencé toute une génération de développeurs qui arrivaient après, et arrivaient en plus après sur la 3D avec la PlayStation, Saturn, PS2, etc. Et qui ont profité du gap technique pour mettre en exergue ces influences. Le meilleur exemple, ça reste Resident Evil par rapport à Alone in the Dark. Effectivement, je pense que si un Frédéric Renal avait eu on va dire la technologie qu'a eu Mikami à ce moment-là quand il a fait Alone in the Dark, forcément, ça aurait été encore plus loin. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est au-delà d'être chauvin, il faut reconnaître qu'on a eu quand même une sacrée influence à cette époque-là avec ces titres-là. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un peu des one-hit wonders, quoi. C'est-à-dire qu'en général, ces développeurs-là, qui étaient talentueux, ils ont fait un jeu qui a cartonné à mort, peut-être deux, et puis c'est fini. Tu peux pas te contenter d'un chef-d'œuvre. Non mais mais c'est intéressant de le relever, quoi. Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire de la création, de l'art, de la musique, dans le cinéma aussi. Ils font un truc, ou un jeu vidéo, ils font vraiment un truc incroyable,
Et du coup, derrière le challenge, on leur demande de faire aussi bien. Et je pense que. Ça, c'est ouais. Même parfois plus rien fait du tout. Oui, Enfin, il y en a très peu qui réussissent. Après, il y a des mecs comme Kojima, les mecs, dès qu'ils font un truc, ça marche. Même si c'est des suites, des mecs comme Miyamoto, à chaque fois qu'ils font un oui, truc. Suzuki a fait 1000 trucs. Il y a plein de développeurs qui ont fait des jeux d'après. Mais il y en a aussi beaucoup qui font, voilà, ils font un truc et puis ils n'y arrivent plus derrière parce que je sais pas, ils sont submergés. Après, il y a le côté créatif effectivement de refaire quelque chose. Après, il y a des raisons des fois où les mecs sont dégoûtés du milieu. Tu vois, il y a Lorne Lanning par exemple, qui a eu, disons, Alexei Pajitnov qui s'est fait entuber. Après, il y a plein de trucs où les gars finalement ils dévient pour diverses raisons. Mais c'est vrai que dans le milieu créatif global, effectivement la musique ou même le cinéma, le cinéma c'est encore plus criant. Tu as toute une génération de cinéastes des années 60-70 qui ont fait des chefs-d'œuvre ou qui ont fait un truc et après ils n'ont plus rien à dire, quoi. Ils refont, mais au final, il n'y a jamais l'étincelle qu'ils ont eu après. D'ailleurs, on va prendre Flashback, on va faire une analogie au cinéma avec Ridley Scott et comment dire, Blade Runner. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour Ridley Scott, mais honnêtement, ça fait très longtemps qu'il fait plus rien de bien, quoi. Moi, c'est un parti pris, hein, mais je me dis, quand je vois les films qu'il a fait au début de sa carrière, et Robin des Bois, c'est claqué. Non, mais voilà, je veux dire, mais c'est un exemple, et je me dis effectivement quand mais il fait des choses. Quand tu tapes, non, ça je remets pas en cause, mais quand tu vois ce qu'il a fait, après je me dis qu'est-ce que tu veux faire derrière, quoi. Quand t'as fait du Blade Runner, du Alien, à Pulse à cette époque-là, après c'est vrai que c'est chaud, quoi. C'est chaud de faire mieux, quoi. Mais effectivement, on peut dire que quand les mecs ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et après. Alors c'est pas pour défendre Paul, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même les Voyageurs du Temps, Croisière pour un cadavre, il y a eu Moto Racer, il a fait quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'était une période d'âge... tous les jeux n'ont pas forcément tous rayonné au même... au niveau international. Il est tard, c'est dur de trouver ces mots-là. Le truc c'est qu'après ils sont pas forcément décideurs des projets qui leur... c'est ça, faut voir ce qu'à l'époque ce qui a été fait avec Alone in the Dark où Reynal s'est barré parce que... c'était des suites à outrance et voilà, il n'a pas voulu cautionner. Tu prends cet exemple, en fait, moi je prends Frédéric Reynal, moi Toy Commander, c'est mon premier jeu Dreamcast. Tu prends Eric Chahi, le projet Heart of Darkness a mis un temps fou à sortir, il est sorti après Oddworld. Donc il y a aussi toute cette partie qu'on peut aussi prendre avec Shining quand ils sont passés d'Aladin à MDK, le passage à la 3D a pris très cher et peut-être qu'en France on leur a moins donné le temps justement et les moyens de se refaire, en fait. C'est oui, ok, d'accord, vous avez eu votre succès dans les années 70. Oui, ils sont pas les seuls responsables. Il y a eu deux cas. C'est vrai que le passage donc 2D, 3D, le changement de technologie, il y en a qui sont restés sur le carreau. Et puis il y a eu d'ailleurs à ce moment-là, il y a un moment charnière où à l'étranger, notamment dans certains pays anglo-saxons, on poussait la création de jeux vidéo avec des crédits d'impôt, etc. Donc notamment le Québec, etc. Là où la France a complètement raté le coche. On s'est réveillé beaucoup plus tard. C'est vraiment presque 10 ans après qu'on a commencé à se dire ah bah oui tiens il y a du vivier là parce qu'ils sont en train de tous se barrer au Québec à droite à gauche. On va peut-être essayer de faire quelque chose avec des crédits d'impôt, des machins ou des budgets. Alors, mais Yves, donc si du coup ce double truc marathoncast.fr Yves, si tu veux faire un petit don comme ça pour soutenir les créateurs français. Merci Yves. Effectivement. Merci. Surtout le beau t-shirt qu'on a à faire gagner, il y a exactement. Ça vient de chez toi. Il y a un rapport de c'est ça. Patrice, des bisous. Après, moi, je voulais juste parler de mon jeu du cœur. Je voulais pas lancer une Ah mais voilà, t'as foutu la merde. Tu es content de toi podcast. Non mais voilà, on sent le cœur passer, mais en même temps, tu vois, j'ai les yeux sur l'horaire. Je me suis dit que comme avec le quiz, on a débordé, c'était n'importe quoi. Là, je vois que c'était extrêmement sage. Il reste combien de temps là? Il reste pour 20 minutes. 20 minutes. Ok. Ce qui me donne En même l'occasion. temps, il n'y a pas VHS canapé, tu vois. Donc, ça tire à balle réelle. exactement. Du coup, je vais pouvoir interroger mes caseurs. Don, est-ce que tu as un jeu du cœur à partager? Alors j'en ai plein, mais je vais parler de Daytona USA. Comme on est surpris. Mais j'ai pas. En fait, tout le monde sait que c'est un de mes jeux préférés, mais c'est vrai que j'ai pas trop tant l'occasion d'en parler. Et c'est un jeu qui. Le jeu il vit chez toi. C'est ça. Et puis en fait,
une grande partie de ma vie avec des hauts et des bas parce que sur certaines choses. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert dans une fête foraine, non pas une fête foraine, comment ça s'appelle, au Futuroscope. C'était une sortie scolaire. Ouais, une fête foraine, ouais, je sais pas. Bah, en fait, les bornes d'arcade à l'époque, quand même, c'est vrai que c'était souvent dans les fêtes foraines. Et je l'ai vu, la salle d'arcade du Futuroscope. Voilà. Et moi, il faut savoir, c'est que en 3D, j'avais pas vu en fait Virtua Racing à part à la télé sur Cyril Drevet. voilà, Cyril Drevet, voilà. J'ai jamais vu sinon la board, je sais pas, c'est jamais passé où j'étais. Et le seul truc que j'avais vu moi c'était Virtua Fighting et Fighter. Ouais, c'est l'heure. Hein. Ouais. Et du coup, découvrir Daytona USA, c'est vraiment une baffe monstrueuse parce qu'on passe de polygones non texturés, vraiment carrés, à quelque chose quand même qui est juste magnifique, à une vitesse folle. En plus, sur une borne avec 4 joueurs possibles. Et donc, je tombe complètement sous le charme du jeu. C'était avant ou après Ridge Racer ça C'était Daytona, ça devait dans être un l'idée. tout petit peu avant. C'est avant, hein. Je pense que c'est avant. C'est Ouais. avant, ouais. Daytona, ouais, moi je dirais que c'est Ouais. avant, effectivement. Mais c'était plus facile de trouver Daytona que Ridge Racer. Donc, moi j'ai Ah oui, voilà, clairement, en board, arcade, voilà, en arcade. Moi, j'essaie de resituer par rapport à. Ouais, c'est un peu. Ok. Ça devait être Et, avant, on a beaucoup copié tout. Ouais, ça doit. Visuellement, je pense que Ridge Racer, c'est après, ouais. 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 Et du coup, bah en fait, je passe le couvre-feu de la nuit et je claque tout mon argent de poche qu'on m'avait donné pour prendre des petits souvenirs, des trucs comme ça. Et je claque Faire les presque courses. tout, Ouais, t'as pris l'argent des tout courses. dans Daytona. L'argent du pain. Voilà. Et Ah, y du en coup, avait plus. je m'entraîne. Alors, Bah, si Pas c'est de tout. l'argent pour les souvenirs. ouais, voilà, tu vas bien bah, dépenser. Ça fait des c'était un beau souvenirs, souvenir. Voilà. Alors, j'ai pas non plus joué toute la nuit, hein, puisque bon, ça coûtait cher. Hein. Ça faisait partie des premiers jeux où d'ailleurs, il fallait mettre beaucoup plus de sous que les autres pour pouvoir faire une seule partie. Là, je pense que ça devait être 10 francs la partie au lieu de 5 que tu avais d'habitude. Il n'y a pas des demi-crédits à 10 francs. Non. Tu mets 10 balles et c'est un demi-crédit. Il en faut encore une, mec. Et du coup, on y était, je crois, 2 jours. Et du coup, le lendemain soir, les autres découvrent le jeu. Ils avaient fait une partie vite fait et puis on fait un truc. Et du coup, ils voient surtout que je me suis entraîné très longtemps. Ah, mais t'es Et ils ce se genre mettent- de mec. Et ils se mettent à 3 contre moi, mais j'arrive quand même à gagner, donc j'étais content. Et du coup, c'est vraiment un jeu que j'ai cherché après. À chaque fois, j'allais dans une salle d'arcade où donc je voyais que des bornes. J'allais chercher le Daytona si j'arrivais à le trouver. Et puis un jour, bien sûr, arrivent les premières images de la Saturn et les premières choses qu'on présente, c'est Daytona USA. Et moi, c'est gravé dans mon esprit la première image où on voit la voiture et surtout le pare-brise avec le reflet du nuage juste au-dessus. Oui. Alors ça paraît bête, hein, mais moi le magazine, cette image, elle est restée gravée et je voyais l'animation du jeu dans ma tête, juste avec le. Les jeux vidéo Le rendent truc. fou. Hein, Ouais, c'est bien connu. c'était assez fou. Et du coup, il n'y avait aucune chance que je prenne la PlayStation. Il y avait Daytona USA, c'était Saturn. Donc j'ai économisé. En plus, ça tombait juste après Noël, donc la version Jap. Et du coup, à Noël, la Saturn Jap avec Daytona USA. Et là, ça a été la grosse déception parce que autant le jeu était pas si mal graphiquement, mais le ressenti à la manette, pour moi, ça passait pas du tout. J'arrivais pas. l'arcade. Merci, Bigoli. Oui, puis je sais pas, c'était trop. Le moindre coup que tu voulais donner, ça tournait trop vite. Enfin, je sais pas, tu n'arrivais plus du tout à ressentir, je trouve, le feeling du jeu. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur Sega Rally, où je trouve qu'ils ont bien mieux adapté. Alors je pense aussi ça vient aussi de la maniabilité, parce que c'est plus facile sur Sega Rally, sur des voitures qui glissent, du coup tu peux les mettre facilement en drift. Tu as un espèce de temps de réponse qui est C'est plus plus facile. souple, ouais. Voilà, c'est beaucoup plus facile que Daytona. Et du coup, voilà, ça a été donc la version basse de ma vie avec Daytona. Et ça a été une grande déception. J'ai essayé après donc le Daytona sur Dreamcast, qui était déjà beaucoup mieux. Alors c'était Daytona 2001, je crois, un truc comme ça. C'est ça, non ouais. Avec le Game Over, yeah. Voilà. Non, ça c'est Sega Rally.
Ouais, ça c'est quand elle gueule. Attention, t'es une spécialiste là. Shenron, Là, Oui, c'est Garali. elle va te c'est Garali. démonter. Non, Daytona, c'est le Rolling Non, mais- Star. Daytona. Je Vous venez pas dire c'est Garali à l'instant là pour la Dreamcast. Bon. Je retourne me coucher. Tu vois, moi j'ai vécu l'effet inverse. J'ai connu la version Saturn de Daytona avant de Ouais. découvrir l'arcade. Ah bah là, ça fait pense C'est toujours que mieux c'est dans mieux. ce Dans ce sens. sens-là, c'est mieux. Ouais, c'est toujours mieux. C'est Ah, toujours ça m'a mieux. vendu la console. Avec la clairement. petite anecdote, c'est quand tu dois donner ton nom à la fin dans le score. Donc c'était des après-midi hein, avec mon frère et des amis. Quand fallait donner son pseudo, moi je mettais les 3 premières lettres de mon nom, donc Laurent L-A-U, Lo. Et qu'est-ce qui se passait quand tu mettais Lo dans Daytona USA? T'avais une musique que les autres n'avaient pas. Ouais. Parce que justement, dès que tu mettais le nom d'un personnage de Virtua Fighter, t'avais une Ah, la musique classe. énergie Ah, génial. qui se lançait. Et ça a été le mystère pendant des années, genre, mais pourquoi, pourquoi avec le moi petit j'ai une frère, musique il y a de la musique alors qu'il est nul? Moi, j'ai ma musique. Oh là là, trop la classe. Et du coup, cette passion pour Daytona a continué jusqu'à temps que je trouve la borne. Du coup, la version alors la plus grosse, hein, Il a acheté le jeu. Il la achète version le jeu. G- il achète la le jeu, version en fait. GX. Prend beaucoup de place dans mon studio. Et là, c'est une deuxième découverte du jeu parce que quand tu dois mettre des pièces, déjà souvent tu te limites au premier circuit, hein, parce que le rond c'est quand même le plus simple et l'autre t'as pas trop le temps de t'entraîner. Et là, quand tu l'as chez toi, donc tu peux t'entraîner. Donc déjà, tu vas aller un peu plus loin et puis tu vas découvrir les autres pistes. Et puis surtout, tu découvres tous les modes de jeu que tu verras jamais en arcade parce que tu peux choisir la difficulté, mais tu as aussi des modes de jeu. Par exemple, tu as le mode, un espèce de mode d'endurance. Et du coup, par exemple, le premier circuit, tu fais 50 tours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Genre, en arcade, tu pouvais mettre une pièce et faire 50 tours? Bah justement, parce que alors tu pourrais parce que c'est dans la machine, mais aucun exploitant le faisait. Ah, c'est dans les Deep c'est les Switches. trucs Hein. que Voilà, c'est dans les choses dans les réglages que tu peux faire. C'est pour ça que je t'ai dit que tu veux gagner de la thune. tu fais une autre découverte. Alors comme ça de tête, je me rappelle plus le temps, mais je pense que ça doit être bien 20 minutes facile pour faire 50 tours, parce qu'il est assez court. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Daytona, à partir du moment que tu es premier, ceux de derrière, ils sont collés à toi, quelle que soit ta vitesse. Donc quand tu fais 50 tours, en général, au bout du 10e tour, tu es arrivé premier si tu te débrouilles pas trop mal. Mais après, tu fais les 40, où le moindre petit écart, tu te retrouves troisième, et les deux qui passent. Et du coup, ça injuste, moi. Ah, et du coup, tu as un stress qui dure une éternité, et c'est vraiment passionnant. Et du coup, j'ai redécouvert le jeu comme ça. Tu découvres plein de petites choses que tu vois pas forcément, qui est assez marrant, c'est que au départ, par exemple, l'IA fait exactement la même trajectoire à tous les démarrages. C'est-à-dire que chaque voiture que tu vois, elle va faire exactement la même trajectoire. Et je pense, enfin après, j'ai pas été voir surtout, mais je pense qu'en fait, l'IA fait toujours la même chose. Sauf quand tu commences à bouger une voiture et que surtout que ça doit sûrement lui. Mais au départ, tu verras que chaque voiture. Alors je sais pas sur console si ça a été changé, j'avoue que j'ai jamais regardé. Oh, je pense pas. C'est comme dans Mais, Sega Rally, c'est des ouais. caisses à savon, elles ont leur trajectoire et C'est puis ça, elles voilà. tracent. Et du coup en arcade, tu regardes, et pourtant il y en a quand même beaucoup, hein, tu en vois beaucoup à l'écran. Et surtout tu découvres que le jeu, malgré qu'il soit arcade, est très très subtil dans la maniabilité quand tu veux commencer à faire des temps où vraiment faut que tu ailles tranquillement sur le volant, faut pas que tu donnes de coups sinon tu vas déraper, t'as des virages à prendre assez fous. Et pour moi c'est le meilleur jeu d'arcade, pour moi, clairement. Il vieillit pas, d'ailleurs c'est un des seuls jeux d'arcade où quand le 2 est sorti, Sega voulait arrêter la maintenance du 1. Et les exploitants en fait se sont mis contre en disant non mais nous Daytona il est encore trop demandé, voilà, c'est pas possible. Et si on regarde bien, vous verrez encore de temps en temps des Daytona, sauf que vous verrez plus des Daytona 2 en fait. Daytona 2 a jamais réussi à remplacer Daytona et parce que même quand vous jouez au 2, même s'il est plus beau, je trouve que le rendu, le feeling n'est pas aussi bon. Et le 1 vraiment est intemporel. D'ailleurs il est ressorti il y a 2-3 ans en Sega classique en arcade, qui est juste en fait une version HD du jeu et qui reprend cette maniabilité juste parfaite. Ouais. Non, sur les. En arcade, en arcade, il est vraiment sorti en arcade. Ah bon. C'est à peine un remake. On a l'impression que c'est un émulateur parce qu'il est en 16/9, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du Ring Rage. Et il est mieux? Tu l'as testé, il est mieux? Ah, il est parfait parce qu'en fait, tu as c'est le Daytona Triple USA, c'est ça?
Non, c'est Sega Racing Classic, si je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi ils ont retiré le nom Daytona. Je pense que la licence doit poser problème, donc il s'appelle Sega Racing Classic. Et voilà, il garde le même feeling, juste après un peu plus joli. Et ouais, c'est un jeu parfait avec des circuits assez fous. Alors ce qu'il faut savoir pour les gens qui sont un peu trop jeunes pour découvrir ça, c'est que c'est quand même un jeu où on s'éclatait avec 3 circuits et une voiture, enfin 2 si on peut dire, une en boîte manuelle et une en boîte automatique. Et malgré ça, ouais, c'est un plaisir fou, quoi. Mais à tête dans les nuages, il y a les bornes qui sont 4 ou 8. Enfin, on peut jouer au moins à 4. Tu peux aller jusqu'à 8. Voilà. Ouais, tu peux aller jusqu'à 8. Et c'est tout le temps plein. Ouais. Voilà. Et t'en auras bientôt 8 ou pas? Non, parce que déjà, vu la taille d'une seule Faut faire ça bien, quoi, je veux dire. en DX, là, non, ça va être compliqué. Dommage. Rappelle-moi Et de c'est jamais du jouer coup. contre toi version arcade. J'avoue que là, je maîtrise pas beaucoup de jeux, mais alors il y en a un quand même, celui-là, ouais, je pense que ça va être compliqué. Et du coup, donc bon, bah c'est voilà, donc comme je disais, c'est la montagne russe avec Daytona USS, c'est que là on va redescendre, c'est que le modèle 2, donc c'est la carte d'arcade qu'utilise Daytona USA, comme beaucoup de cartes d'arcade vieillit très mal. Et surtout le modèle 2, et en fait les modèles 2 meurent, que ce soit n'importe quel jeu, et il n'y a pas vraiment de solution, souvent c'est vraiment beaucoup trop compliqué à réparer, et donc tous les Daytona, tous les Sega Rally sont en train de mourir tout doucement, et il n'y a pas vraiment de solution pour arriver à remplacer les cartes. Bien sûr, il n'y a rien qui est fait pour réparer ça, et voilà, c'est du coup le mien est mort, et ouais. Donc il faudra que j'essaie d'en retrouver un, mais c'est vrai que toutes mes condoléances. Merci pour l'ambiance. C'est vraiment compliqué, voilà. Putain, on était bien, on était Ah ouais, grave. Ouais, je suis désolé. Rolling Start, machin, et là. Ah, vas-y, je me casse. Game over, yeah. Est-ce que tu m'entends parce que c'est moi je parle avec toi? Mais je vais te donner tout, t'inquiète pas. On va terminer Voilà. avec le jeu du cœur de notre Tosmo. On est dans les temps. Tosmo, tu as 10 minutes pour parler d'un jeu du cœur à nos auditeurs et aux gens sur le chat. Oh bah ça va aller assez vite, ouais, les 10 minutes. Le micro. Je sais même pas si je ferai 10 minutes dessus. C'est un jeu du cœur, en fait c'est un jeu de 81. Ah, ma date de naissance. Mon année de naissance, donc c'est forcément un bon jeu. Donc un jeu Oui, de je suis Namco qui s'appelle Bosconian. Pourquoi c'est un jeu du cœur? Un peu plus proche. Pourquoi c'est un jeu du cœur? Parce que en fait c'est le premier jeu d'arcade sur lequel j'ai mis les mains. Tu as mis d'accord, ton tout premier jeu d'arcade. Tout premier jeu d'arcade. En Ok. fait c'était dans un café bien enfumé. Mon père m'avait amené. Donc lui il jouait au loto et puis au loto. Au PMU, tu vois. Oui. Tu sais, il faisait les poinçonneurs, tu sais, à l'époque. Alors là, tu me parles d'un truc, Ah ouais, je j'en ai une, maîtrise Tosmo, absolument. j'en ai Si, je une. me souviens, les trucs le un monde peu avait- longueur comme ça. Oui, et puis Ouais. tu faisais les trous sur. Sur Là, on les atteint la petits limite de la tickets, case rétro là. sur les petits Vraiment, genre, on est là. On est dans le rétro. Ah, au moins, là. On est au Ouais. taquet. Non, c'est dans le pré-rétro, non? les petits tickets carrés, là, il y a des rouges et des verts. Ouais, et c'est on ça, pose sur ouais. le côté, ouais. Ouais. Je vois bien. Ouais, moi Donc, aussi, ouais. Je me rappelle. Moi, je jouais à Galaga, moi, pendant que mon père jouait. On paye en ancien franc, monsieur. Oui, monsieur. Oui, donc. Les jeux étaient en noir et blanc. Un an est en couleur. Très, très bien. en C'est plus. le monde qui est en or. Alors, oui, bon, donc, c'est un jeu de Namco qui. Bon, c'est pas énormément. C'est quoi comme jeu? Ça se roule pas, on se roule pas par terre, c'est Ça a l'air bien, hein. Oui, oui, Dit comme ça, ça a l'air top. Bon, mais c'est quoi comme jeu en oui. Alors définitive? en fait c'est un jeu où tu diriges un vaisseau spécial en scrolling multidirectionnel. Ouais. Et puis le vaisseau tire devant et derrière et le but c'est d'aller détruire des bases ennemies que tu vois sur ton petit radar. D'accord. C'est original, un Ouais. petit vaisseau qui tire des trucs en 80. C'est Shoplister mais à l'envers quoi. C'est Ah, je suis tu méchant. sautes pas les gens mais tu les défonces. Ouais c'est ça, non mais c'est pas les gens, c'est des bases. D'accord. Ok. Ouais, des bases spatiales. C'est pas celui qui Base était en pseudo spatiale. 3D? C'est pas celui qui était en pseudo 3D? Ah non, En c'est 80? en 2D. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Des space cakes. Alors pourquoi il est si cher à ton cœur? À Bah, part le fait que ça soit le premier, ça veut dire quoi? C'était Merci. une découverte. C'était la découverte totale du... C'était quoi ton passif jeu vidéo quand t'as découvert ce jeu? Oh là là, mais il y a des. Je pense que c'était C'est le le petit Pong. déj déjà? Quelle heure est-il? C'est ça, hein.
Je pense que Vas-y, on t'écoute, Tosmo. je pense que c'était le Pong. D'accord. Le Pong sur la télé. Donc, ouais. Ah oui, là, En noir et blanc. Donc. En noir et blanc. D'accord. Alors, quelle Donc, version de Pong Genre, pour être précis juste avant, il y a Tennis for Two, Tosmo. La version EX. Ouais, la version HD même. C'est avec le rugby. Et donc, Qu'est-ce qui fait que ça t'a marqué ce jeu d'arcade? en fait, ça m'a marqué parce que à partir de ce moment-là, tous les dimanches, je cassais les pieds à mon père pour aller avec lui, donc dans les cafés qu'il fréquentait. Et c'est là que j'ai découvert. Tu incitais ton père à aller jouer au PMU? Oui, bien sûr. Reprends un petit ballon, papa. Mais totalement. Mais le docteur, non mais on s'en fout, le docteur, prends un petit ballon, papa. Et donc, Il est tard, on s'excuse, hein. Oui. Et donc, du coup, grâce à Quelqu'un ça. qui est en train de mourir là-haut. Un truc qui va te tomber sur la tête. C'est Miko le Twix qui vient de tomber, là. Ça va Ouais, bon. Et donc, j'ai découvert énormément de jeux comme ça, Dans les bars. dans les bars. C'est-à-dire qu'il y a la Dit comme ça, dit comme ça, c'est tellement nul. Oui, mais attends, méchant. t'as grandi à la campagne, non? Ah, absolument pas. Non, parce que moi j'étais à la campagne et c'est pareil, hein, j'ai découvert les jeux vidéo dans les bistrots à 6-7 ans. Oui, mais c'est ça. Avec c'est- Arkanoïd, Twin Cobra, tout ça, parce que t'avais ou les bars ou les fêtes foraines. Donc, C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, moi c'était en banlieue parisienne, à Champigny, Villiers, tout ça. Et, Ah non, pas d'excuses. pas d'excuses. Oh, les origin story, on en apprend. Il y avait un café dans le 19e, en bas de chez les cousins de la famille de mon père, ils avaient Street Fighter 2. Et j'ai regardé l'écran la pendant classe. longtemps. Voilà, c'est juste pour dire ça. Mais Là, au-delà il du fait que c'est ton premier jeu d'arcade, est-ce que c'est un jeu que tu as performé Première ou est-ce que intervention c'est de vraiment parce que c'est le déclic? C'est un jeu qu'après j'ai toujours cherché à jouer. Et effectivement, dès que j'allume même, parce que je ne l'ai jamais revu en borne. Donc dès que j'allume même, il passe tout de suite. C'est le premier qui va passer. Ça veut dire qu'il est rare? Ça veut dire que c'était pas un grand jeu? C'est son jeu du cœur, c'est celui qui C'est le premier que j'ai vu, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît. Je pense pas. Moi je connais de nom, mais j'avais pas d'image en tête avant de chercher là, de googler. Ouais, d'accord. Ah, il y a Don, mais qui te demande c'était quoi le jeu, puisqu'il n'a pas entendu le nom. Ah oui, il entend pas, il a pas de casque, le pauvre. Bosconian. Tu ne le connais pas? Oh, Si, il connaît. Ah, pardon. Je dis pour lui, je dis pas pourquoi il connaît. Bosconian USH. à bord. Ok, bon, Box Conan, ton premier jeu d'arcade. T'aimes bien l'arcade, je crois, en plus, toi. Ah hein, bah. ça- et ou les PMU, je sais pas. Les deux. Et bah merci tous. Bon, on est pile poil dans les temps, on doit finir 5 minutes avant. Parfait, on est enfin dans les temps. Merci à tous de nous avoir suivis. L'arcade, sur c'est le la chat. vie. Merci Ouais. pour les dons. Ouais. Merci Et on beaucoup. continue, Merci, Ouais, on Cécile. continue, on lâche rien. Merci à Molly vous, pas, Molly pas. merci au canapé rouge. Voilà, je vous appelle le canapé rouge. Merci de nous avoir partagé vos jeux du cœur. Vous voyez, c'était très varié, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous sur la caseretro.fr et continuez à suivre le Marathon Cast. On est encore là pour très longtemps. On est qu'à 15h. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, Ouais, c'est rien. On va nulle part. On va nulle part. On est qu'au début. Vous allez me revoir. Quelle heure il est? Là, vous rentrez de boîte, il vous reste quoi? Il doit rester des sous. On les donner. Merci pas l'oignon, on est bien. Allez, donnez. Restez avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Bye 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 bye.